J'ai eu une longue vie, et pendant celle-ci, j'ai vu beaucoup de choses qui sortent de l'ordinaire. Mais si je ne devais n'en citer qu'une, ce serait celle qui s'est passée en Indochine, pendant la guerre. Notez bien ce que je vais vous dire, car en parler fait ressurgir de terribles souvenirs. Donc je ne répéterai pas deux fois mon histoire. J'avais cru ne plus jamais connaître les horreurs de la guerre, après notre victoire en 45 contre les Allemands. Mais j'ai été rappelé pour partir en Indochine française, qui correspond maintenant aux actuels Vietnam, Laos, Cambodge. Le conflit faisait rage là-bas, et la France avait un intérêt à garder cette colonie. Elle avait donc envoyé des soldats sur place, même s'ils subissaient encore le contre-coup de la Seconde Guerre mondiale, et j'étais dans le lot. J'avais un peu d'expérience en tant que soldat. Les précédentes guerres m'avaient forgé un corps robuste et un mental solide. Même si je n'étais pas dupe, cela ne me serait d'aucune utilité face aux balles. Cette expérience, j'essayais d'en faire profiter mes camarades. Et j'en suis fier, car ça nous a permis de nous sortir de situations désastreuses plus d'une fois. C'est en 53 que j'ai vécu ma plus grande manœuvre militaire. Le 20 novembre, pour être précis, la France avait décidé de lancer une vaste opération aéroportée afin de s'emparer de la plaine de Dien Bien Phu. Celle-ci portait le doux nom d'opération Castor. Alors que la bataille faisait rage, j'ai eu pour mission de contourner les ennemis et de les attaquer par le flanc. Nous étions une petite escouade, étant le plus haut gradé, je donnais les ordres. Nous nous sommes engagés dans une forêt qui longeait la plaine. La mission était simple: avancer furtivement dans la forêt, puis attaquer les troupes ennemies par le côté, donnant ainsi un avantage non négligeable au reste de la troupe. Tout se passait bien. Personne ne nous avait vu pour le moment, jusqu'à ce que je voie la tête de nos camarades, Jean, exploser. Il s'était pris une balle en plein milieu du front, faisant gicler son sang et des bouts de cervelle un peu partout. Bien sûr, comme c'était la première guerre de certaines recrues qui n'avaient jamais vu la mort d'aussi proche, au lieu de s'abriter rapidement, ils se sont enfuis. Malgré mes ordres, les cons, ils se sont tous fait plomber les uns après les autres. Pour ma part, je savais ce à quoi nous avions affaire. Le bruit des coups de feu était toujours identique et venait du même point, en hauteur. Nous avions en face de nous un sniper, et un bon de surcroît. La stratégie était pourtant simple: le canarder pour l'obliger à s'apprêter, pour pouvoir se déplacer et le prendre par surprise. Mes gars savaient ce qu'il avait à faire, et on a donc entrepris un tir de barrage pendant que j'essayais de m'approcher du sniper. Cette stratégie était la plus efficace, mais pourtant elle a causé de grandes pertes parmi mes hommes. En effet, on aurait dit que le sniper ennemi ne s'abritait jamais, malgré les rafales de tir. Dès qu'un de mes hommes levait la tête pour lui tirer dessus, il se prenait une tir dans la tête. La précision de ces snipers était vraiment hors norme. Pour ma part, j'avais réussi à me faufiler jusqu'à l'ennemi, et quand je l'ai vu, j'étais très surpris. Notre fameux sniper était un cadavre en décomposition. Il n'avait presque plus de peau sur les os, il était allongé sur le ventre, et dans ses doigts squelettiques se tenait un MAS 49, qui était un fusil automatique français qu'on utilisait à l'époque, équipé d'une lunette de grossissement. Je n'étais pas au bout de mes surprises, car celui-ci avait également un semblant uniforme de l'armée française, même s'il était déchiré et en lambeaux. J'avais bien reconnu l'écusson sur son épaule qui était encore en place. Mais je ne me suis pas trop attardé sur les détails, car je n'étais pas dupe. J'avais déjà vu ça ailleurs. C'est un leurre, un piège. Le vrai sniper devrait avoir mis le corps d'un de nos soldats ici pour attirer nos troupes sur lui et pour pouvoir les canarder d'un autre endroit. Je devais donc faire ça vite, car j'étais tombé tout droit dans la gueule du loup. Il me fallait trouver un abri alors que je m'étais retourné pour me cacher derrière un rocher. J'ai senti une vive douleur au niveau du torse. Je m'étais pris une balle dans le dos qui m'avait traversé tout le corps. Je me suis retourné et c'est là que j'ai vu le squelette du soldat français. Il me faisait maintenant face et me regardait de ses orbites vides. Son doigt décharné était sur la détente et la fumée sortait du canon de son fusil. Ce n'était pas un leurre, c'est lui le tireur. Je ne savais pas quel maléfice les ennemis avaient permis aux cadavres de nos soldats de revenir à la vie et d'obéir à leurs ordres, mais j'avais la preuve devant moi que cela existait bel et bien. Après m'avoir regardé quelques secondes, le squelette a repris sa position initiale, tandis que je m'étais écroulé sur le sol. Si je n'avais pas vu bouger en premier lieu, c'est parce il n'avait pas fini son travail de l'autre côté. Tous mes hommes étaient morts. Certains avaient la tête explosée. D'autres s'étaient vidés de leur sang après avoir reçu une balle dans le cœur. Je me suis dit que j'avais beaucoup de chance de ne pas avoir reçu la balle en pleine tête, mais j'étais quand même mal barré.
La balle était ressortie et n'avait pas touché d'organes vitaux, donc j'avais peut-être une chance de m'échapper en comprimant ma blessure. Le tireur semblait ne plus faire attention à moi, alors j'ai rassemblé mes dernières forces pour fuir de ce bordel. Alors que je n'étais parvenu à quitter la place, je me suis retourné une dernière fois pour voir mes collègues tomber au champ d'honneur. Enfin, afin de ne jamais les oublier. Et pour le coup, je ne les ai jamais oubliés. Pour sûr. Mes hommes que j'avais vus mourir au combat quelques minutes plus tôt étaient tous en train de se relever, même ceux qui n'avaient plus de tête, tels des marionnettes désarticulées. Ils ne met- Ils se mettaient en position de tir, comme le squelette eux aussi. Ils gardaient maintenant cette position pour le compte de l'ennemi. C'était du délire. J'ai quitté les lieux le plus vite que j'ai pu, et j'ai eu de la chance de tomber sur un médecin en cours de route. C'est grâce à lui que je suis là pour vous raconter mon histoire aujourd'hui. Le lendemain, j'avais tout raconté à mon supérieur. Mais évidemment, ils ont pensé que c'était ma blessure et le choc d'avoir perdu mes camarades qui m'avaient fait délirer. Et ne m'ont pas cru. Le soir même, j'étais dans l'avion qui me ramenait au pays. Je n'ai jamais eu de nouvelles de cette histoire, ni de mes camarades. J'ai fait, j'ai fait quelques recherches, une fois remis de mes blessures, pour voir si d'autres soldats avaient vu ces choses sur le champ de bataille. Mais il faut croire que la précision et la ténacité de ces soldats morts-vivants n'a pas laissé beaucoup de survivants pour qu'ils puissent témoigner. Il y avait un groupe de soldats américains qui a dit avoir réussi à fuir ces monstres, mais ils ont tous été fusillés pour désertion. Certains prétendent que c'était une ruse de l'ennemi pour semer la peur dans les rangs de nos soldats afin d'affaiblir leur mental pendant les combats. Pour ma part, je pense que les hauts gradés étaient au courant, mais qu'ils n'avaient surtout pas ébruité l'histoire pour justement maintenir l'ordre dans les rangs et la motivation de nos soldats. Enfin, croyez-le ou croyez-le pas, si la France a perdu cette guerre d'Indochine, et si plus tard même les ricains s'y sont cassés les dents, ce n'était pas à cause de la connaissance du terrain des soldats du Viet Minh ou d'autres conneries de ce genre. Si on a perdu, c'est parce que nos soldats sont tombés au combat, étaient rappelés de leur sommeil éternel pour tuer nos camarades.